Il faut tout d'abord dire que ceci, c'est-à-dire les préoccupations des écrivains noirs américains, d'une part, et celles des Africains qui étaient étudiants mais qui sont devenus des politiciens pour beaucoup. Et après les conférences ou les congrès de 1956 à Paris et 1959 à Rome, ces préoccupations-là se sont tournées vers leurs pays respectifs. Et la lutte pour les droits civiques aux États-Unis n'a pas commencé ex nihilo. Il faudrait vous rappeler tous les antécédents que nous avons vus et tous les efforts déployés depuis l'émancipation. C'est-à-dire qu'à l'émancipation, les États et les individus qui ont perdu leurs esclaves, ils n'étaient pas contents. Et donc, ils ont résisté. Et le gouvernement fédéral a envoyé des troupes pour occuper certains États, beaucoup d'États du Sud, en fait. Et puis, ça s'est appelé, vous vous rappelez, la reconstruction. Et après la reconstruction, par à-coup, par réaction, il y a eu ce qui s'est appelé l'ensemble des lois pour légaliser la discrimination raciale. Vous vous rappelez le nom que je vous avais donné pour ces lois? Jim Crow Laws, hein, les lois Jim Crow. Et la lutte pour les droits civiques est aussi multiforme. Hein, ce n'est pas seulement une seule organisation, il y a eu beaucoup d'organisations. Il faudrait peut-être revenir à l'époque de W.E.B. Du Bois, qui a créé NAACP, the National Association for the Advancement of Colored People, qui existe encore et qui continue à opposer toutes sortes de discriminations et d'injustices par la voie juridique. Donc, nous verrons avec un peu plus de détails et à partir d'un certain angle, l'angle notamment de James Baldwin, mais aussi de Raoul Peck, le cinéaste, nous verrons comment ce film résume les luttes, hein, puisque le film est basé sur la volonté de James Baldwin de parler des droits civiques, de la lutte des droits civiques, à partir de l'assassinat de 3 leaders politiques. Hein, Martin Luther King, qui sont les autres? Malcolm X, et j'ai oublié le troisième, vous allez le voir tout à l'heure. Hein? Medgar Evers, merci. Donc, on peut dire que plusieurs dates sont importantes, hein, pour, disons, la période moderne, enfin, contemporaine. Il faudrait, je crois, commencer en 1954 avec la décision de la Cour suprême qui a interdit la ségrégation dans les écoles. Et ça, c'était quelque chose de très important. C'est la NAACP qui a donc fait un procès qui a gagné auprès de la Cour suprême. Non seulement la ségrégation, mais la séparation. Hein, c'est-à-dire qu'avant cela, dans certains États, il y avait, oui, même quand il y avait des écoles qui avaient à peu près les mêmes infrastructures, les Noirs ne pouvaient pas être dans les écoles de Blancs. Et c'est à partir de 1954 que la loi a dit, voilà, si les écoles sont séparées, elles ne peuvent pas, par définition, être égales. Hein, donc il faudrait que les enfants soient dans les mêmes salles et tout ça. La deuxième date importante, c'est 1955,
avec le boycott des bus de la ville de Montgomery en Alabama. En 1955, une femme, Rosa Parks, a décidé de s'asseoir là où elle voulait s'asseoir dans le bus. Le règlement, c'était que les Noirs doivent s'asseoir derrière. Elle a dit, voilà, monsieur, je suis fatiguée. Je vais m'asseoir là. Elle a refusé et on l'a amenée de force, ce qui a provoqué le boycott des bus, des transports publics dans la ville de Montgomery, et la compagnie des bus a fait faillite. Et donc, ils ont commencé à revoir les choses. Donc ça, c'est la deuxième date. La troisième date, 1963, la grande marche sur Washington. C'est là où Martin Luther King a prononcé son grand discours « I have a dream ». Et 1964, ça c'est donc après l'assassinat du président Kennedy, le président Johnson, qui était du Sud, qui était du Texas, a quand même poussé pour qu'une loi contre toute discrimination raciale en matière de vote soit promulguée. Donc c'est une date importante. Et là aussi, c'est grâce à différents mouvements, dont le mouvement de Martin Luther King, mais bien d'autres aussi, pour que cette loi ait droit de citer. En 65, puisque la loi de 1964, naturellement, a reçu beaucoup d'opposition dans différents États. Donc, en 1965, il y a eu des marches pendant le mois de mars entre Selma et Montgomery pour l'application de cette loi. Chacune de ces démarches que j'ai citées a été accompagnée de beaucoup de violence, n'est-ce pas? Et heureusement, nous avons le film pour nous le montrer. Et bon. Donc voilà, grosso modo, c'est ça. Bon, il y a eu aussi évidemment la guerre du Vietnam qui battait son plein au Vietnam. Et en fait, elle a causé la chute du président Johnson. Parce qu'il y a eu d'autres mouvements, pas seulement les Noirs, mais il y a eu des Amérindiens, les mouvements des Chicanos, etc. Et puis, toute l'opposition, et surtout parmi les jeunes, contre la guerre du Vietnam. N'est-ce pas? Et on peut dire que tout cela a favorisé le climat des droits civiques. Voilà. Donc, voilà, ça m'a pris 10 minutes. Ça va. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous comprenez? Je schématise, hein? Oui, allez-y. Boycott des bus. Donc, ma question, est-ce que ce mouvement civique qui était, je pense, en balbutiement, là, je pense est-ce qu'il a pris en compte, en considération, est-ce qu'il a capitalisé le fait que ces droits civiques pouvaient être renforcés par des combats, des luttes par rapport à la sphère économique? Ah oui, bien sûr. À chaque étape, il y avait le côté économique. Et tout le monde avait reconnu que les Noirs constituaient un marché important, n'est-ce pas? On peut retourner même à 1954 avec les écoles, etc. Il y avait toujours le côté économique. Et je pense que beaucoup de Blancs, surtout dans le Sud, ne se rendaient pas compte qu'il y avait des enjeux économiques. À Montgomery, notamment, ils étaient étonnés qu'il y ait tant de Noirs qui prennent les bus, le système de transport de la ville.
ils étaient surpris que ça a eu un effet économique assez grave pour les forcer à changer. Ouais. Là, je fais une incisive. Je ne sais pas si avec la musique, parce qu'à un moment, dans les années 60, il y a un grand mouvement musical avec des boîtes, des noirs qui créaient leur propre maison d'édition. Oui. Et qui véhiculaient aussi. Tout à fait. C'est un peu dans un continuum. Tout à fait. Bon. C'est-à-dire que la musique est très importante pour l'économie. Et à l'époque, surtout à Détroit, n'est-ce pas, il y avait beaucoup de groupes musicaux noirs. Enfin, les compagnies l'ensemble de l'infrastructure musicale de Détroit s'appelle Motown, Motortown. Et donc, oui, ça c'était extrêmement important. Et bon, ça n'a plus la même importance aujourd'hui parce que cette musique-là s'est répandue à travers toute la société. Ouais. Ouais. Non, le côté économique est extrêmement important. Donc, il ne s'agissait pas tout simplement de faire des manifestations dans la rue et puis oublier. Non, le côté économique était très important. Il y avait beaucoup de boycotts. Enfin, à Montgomery, c'était exemplaire. Mais il y en avait beaucoup d'autres dans d'autres villes. Voilà. Donc ça, c'est le côté américain. Vous pouvez comprendre que ce côté-là a beaucoup mobilisé les gens et les a occupés. Bon, s'il y avait encore des écrivains noirs américains en France, eh bien, on ne s'en occupait pas. Les rapports, j'en suis sûr, ont continué, mais bon, les gens comme Richard Wright n'est plus revenu aux États-Unis. Il est mort à Paris en 1960, donc pendant que tout ça se faisait. Ceux de la deuxième génération, donc, comprenant James Baldwin. James Baldwin a décidé, lui, de retourner, et vous verrez dans le film les raisons pour lesquelles il a décidé de retourner. C'est justement parce que les choses chauffaient aux États-Unis et qu'il ne pouvait pas, il ne se sentait pas à l'aise de rester à Paris et d'encourager les luttes et les manifestations qui avaient lieu à Paris, notamment pendant la guerre d'Algérie. Donc, il a décidé de partir, mais il est revenu. Hein. Je vous rappelle que James Baldwin est mort en France, ici à Saint-Paul-de-Vence. OK. Du côté africain maintenant, je vais peut-être aller un peu plus vite, parce que là, il y a eu, bon, comme je vous avais dit, il y avait eu des jeunes Africains qui étaient des députés, même des ministres, dans les gouvernements français. Et donc, du coup, ils avaient formé des partis politiques, des associations politiques, etc. Et notamment Léopold Sédar Senghor, Ahmed Sékou Touré, Houphouët-Boigny faisaient partie de deux partis qui appartenaient plus ou moins à la mouvance socialiste française. N'est-ce pas ? Et donc, pour la plupart, ils sont rentrés dans leur pays et se sont organisés envers l'indépendance ou vers l'indépendance. Il y avait eu déjà en 1950 la conférence de Bandung qui avait rassemblé les colonisés ce qui est devenu le tiers-monde. Et à la suite de Bandung en 1950, il y a eu, 1956 et 1959, les conférences de Paris et de Rome. Et tout cela a servi à changer ou à enlever cette couverture de la culture pour s'occuper davantage de la politique politicienne. Donc, mais alors, Charles de Gaulle a donné aux pays africains l'occasion de voter par référendum pour qu'ils deviennent indépendants.
tout de suite. Eh bien, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu un seul pays qui a accepté ce défi. Et c'était la Guinée de Ahmed Sékou Touré. Ouais. Tous les autres ont décidé de rester au sein ce n'était plus l'Union française, c'était la communauté française, par référendum de 1958. D'accord ? Mais ce ne sont pas seulement les pays anciennement colonisés par la France, c'était à travers l'Afrique. Entre 1960 et 1963, il y a eu peut-être une quarantaine de pays qui sont devenus indépendants. Les seuls qui avaient résisté, le seul pays colonisateur qui avait résisté, c'était le Portugal, avec l'Angola, le Mozambique, la Guinée-Bissau. N'est-ce pas ? Et j'ai mis là quelques grands noms. Patrice Lumumba du Congo, n'est-ce pas, qui avait été le seul, jusqu'à aujourd'hui, le seul Premier ministre élu démocratiquement. Et la Belgique n'avait pas préparé l'indépendance, beaucoup moins bien que la Grande-Bretagne et la France, hein, parce qu'il y a eu une conférence à Bruxelles qui n'a duré que quelques semaines, au bout de laquelle le Congo est devenu indépendant, sans infrastructure politique, sans infrastructure, enfin, en général. Et donc, les choses n'ont pas bien marché, ne marchent toujours pas bien. Par contre, au Ghana, Kwame Nkrumah avait été Premier ministre pendant la colonie déjà, pour préparer l'indépendance, et au Kenya, Jomo Kenyatta de même. Et Léopold Sédar Senghor au Sénégal avait été bien préparé par son service en France. J'ai mis Ahmed Ben Bella. Le cas de l'Algérie est tout à fait à part. L'Algérie est entrée en guerre avec la France en 1954 pour en sortir seulement en 1962. Les révolutionnaires algériens, menés à l'époque par Ahmed Ben Bella, ont gagné cette guerre et l'Algérie est devenue indépendante. Voilà. Donc, toutes ces années-là, c'est des années de remous, aussi bien en Afrique qu'aux États-Unis. Et donc, les rapports littéraires ont beaucoup changé aussi. D'accord ? Oui, oui, allez-y. Oui. En fait, quelle était l'ampleur dans les pays africains, j'imagine francophones, où il y avait bien sûr les référendums. En fait, comment ça s'est passé en fait, les référendums? Qui votait? C'était les colons français? Non. Africaine, comment ça se passait? Oui, non, le seul pays qui avait beaucoup de colons pour pouvoir voter, c'était l'Algérie. Oui, autrement, il y avait relativement peu. Non, c'était des Africains qui votaient. Quels étaient les enjeux donc, de ces pays économiquement, imagine, ont décidé de rester sur la communauté française? Oui. Parce que Ahmed Sékou Touré a mené une politique différente, n'est-ce pas? Il a dit, voilà, nous avons le droit de décider de notre avenir. Enfin, si vous vous rappelez, quand nous avons parlé un petit peu des Antilles, la question de la départementalisation en 1946, c'est que les gens pensaient, voilà, si la France part, comment est-ce qu'on va vivre, etc. Mais bon, ça ne s'est pas fait tout seul. Il y avait toujours des gens qui ont essayé, qui ont pu convaincre la populace de ne pas voter pour l'indépendance, en leur montrant, en essayant de les convaincre que voilà, si nous quittons la communauté française, on va mourir de faim. Par rapport à l'Afrique lusophone que je connais plus, oui. Parce qu'en fait, les indépendances sont effectivement plus tardives, donc vers les Oui. années 70, Oui. et il y a cet embat idéologique entre l'Union soviétique qui commence aussi à avoir dans les élites ou dans les milieux indépendantistes, surtout en Angola, je crois qu'au Mozambique aussi. Est-ce qu'en France, il y avait déjà, dans les années 60, ou même ça a commencé un peu, c'est dans les colonies africaines, Tout à fait. françaises? Tout à fait. C'était l'époque de la guerre froide. Hein. Après la guerre, c'était la guerre froide. Et donc, il y avait
ces deux grandes puissances, grands blocs, qui se battaient les uns contre les autres. Voilà, si vous faites ceci, voici ce qui va arriver, etc. Et les populations africaines n'étaient pas tellement sophistiquées politiquement. Sauf que je me rappelle très bien, pendant la guerre d'Algérie, j'étais dans un petit village où les gens écoutaient la radio tout le temps, et je suis du Congo, je vous rappelle. Nos informations venaient de Bruxelles. Mais les gens étaient très critiques. Ils disaient, voilà, les Belges mentent. Ils nous mentent à propos de l'Algérie. N'est-ce pas? Donc, on a pu supposer que les gens ne comprenaient pas, mais en réalité, ils comprenaient, ils n'avaient tout simplement pas le pouvoir de voter. Et vous pouvez imaginer que ça se passe encore aujourd'hui, que les gens viennent avec beaucoup d'argent, peu d'argent pour eux, mais beaucoup d'argent pour la populace, et ils donnaient des petits avantages aux uns et aux autres pour qu'ils votent comme ils veulent. Bon, pour ce qui est des pays lusophones d'Afrique, il n'y aurait pas eu d'indépendance en 1975 pour ces pays-là s'il n'y avait pas eu une révolution militaire au Portugal. Donc, tout d'un coup, les choses ont changé. Mais il faudrait aussi voir les différences entre les différentes colonisations. Je pense que la pire, c'était la belge. Si une colonisation peut être bonne, la meilleure était peut-être la portugaise, parce qu'il y a eu beaucoup plus de métissage. Et donc, très souvent, c'était devenu des familles, alors que par exemple, pour ce qui est de la Belgique, c'était très douloureux parfois, parce qu'il y avait des Européens qui avaient eu des enfants avec les femmes africaines, et puis ils ont tout laissé, ils sont partis, pour la plupart. Il y a eu quelques-uns qui ont reconnu les enfants, laissé la femme et pris l'enfant. Et en général, c'était un homme belge et une femme africaine. D'accord. Ok, je vais quand même dire quelques mots sur Chester Himes. Et alors, il fait partie de la deuxième génération, c'est-à-dire celle de Richard Wright et de James Baldwin. Il a eu une adolescence très mouvementée. Il a même connu la prison. Il avait été condamné à 20 ans de prison. Il en a servi 7. Mais c'est là où il a commencé sa carrière d'écrivain. Et il a eu très peu de succès aux États-Unis. Il est parti. Il a suivi donc les autres en France. Arrivé en France en 1953, et rapidement, il a fait la connaissance des gens, avec les gens de Gallimard, et notamment Marcel Duhamel, qui était responsable de la série Noire. Et il a tout de suite eu un contrat de plusieurs années, puisqu'il écrivait des romans policiers et des romans... des textes de ce genre. Et en fait, à la fin de cette période, il s'est déclaré écrivain français. Ce qui arrivait très souvent, c'est qu'il continuait à écrire ses romans en anglais. Ils étaient traduits tout de suite et publiés tout de suite en France d'abord. Et certains par la suite aux États-Unis. Donc c'est comme ça qu'il est devenu écrivain français. Et c'est comme ça que, quand il a été lu par de jeunes écrivains africains, enfin contemporains, qui travaillent encore, à part Mongo Betty, qui est il est décédé maintenant, mais ce sont des gens qui ont connu plus tard l'œuvre de Chester Himes, et souvent ils ont commencé à l'imiter. Pourquoi? Eh bien, pour maintes raisons. Rejet du roman classique français, du roman réaliste, à la Flaubert, à la Balzac, etc. Donc une recherche très étudiée de faire autre chose que ce que leur avaient enseigné les Français.
voyez. Mais aussi, c'est une littérature populaire, facile à consommer, facile à vendre. Comparer ça à un roman de 300-400 pages de Flaubert, eh ben c'est autre chose. C'est plus petit et ça se lit facilement et ça excite, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas encore tout à fait découvert, n'est-ce pas, cet écart qu'il y a entre... Parce que lui, il est mort en 84. Bon, en 84 déjà, il y a pas mal de jeunes écrivains qui lisent ces romans. Mais disons, je pense que son dernier roman, c'était 1979. Et puis, une période de silence. Je vous avais parlé d'une période de silence en Afrique à partir du moment de l'indépendance jusqu'à 1968 à peu près. Et donc, à ce moment-là, la vieille garde, si vous voulez, des écrivains africains, à quelques exceptions près, c'était plus ou moins tu. Et donc, il y avait ces jeunes qui continuaient à lire, et quand ils ont commencé à écrire, ils sont peut-être une douzaine, ce qui n'est pas peu, qui ont écrit à la manière de Chester Himes. D'accord? Oui. Où se déroulent les romans de Chester Himes? Ils se déroulent aux États-Unis? Ils se déroulent à Paris? Et est-ce qu'il y a des questions politiques ou sociales qui sous-tendent ces romans, ou est-ce que c'est de la pure enquête policière? Question extrêmement importante et intéressante, parce que le texte que nous sommes en train de lire actuellement dit que, bon, oui, il y a que certains critiques ont dit que au départ c'était des romans de protestation, et puis par après c'est devenu des romans d'un certain style et qui avaient comme objectif l'amusement. Ouais. Et là, les jeunes écrivains africains se sont intéressés à ce côté-là aussi. C'est arrivé également dans le cinéma africain. Au départ, par exemple, enfin la vieille garde, la vieille génération des premiers cinéastes, Ousmane Sembène par exemple, il disait que le cinéma, c'est une école du soir. Tu ne vas pas au cinéma pour t'amuser, tu vas au cinéma pour t'instruire. Et tout cela a changé depuis les années 60. Et les derniers films africains sont un peu comme ces romans-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas exclure l'amusement. N'est-ce pas? Et alors évidemment, quand on décortique le roman, on peut trouver en fait des idées politiques, des idées, etc., littéraires. Ouais. Voilà. Pardon? Les histoires qui lui enseignent se déroulent aux États-Unis? Oui, oui, généralement à Harlem. Oui, généralement à Harlem. Mais ça peut être parfois Harlem et Paris. Il est originaire de New York? Non, il est né au Missouri, mais il a vécu à Harlem un certain temps, n'est-ce pas? Et dans un de ses romans, d'ailleurs, il définit d'une certaine manière pratiquement... je croyais entendre Trump, que Harlem, une ville de merde. Pardon. Ouais. Donc voilà. Donc, vous allez lire ces textes, et tous ces textes, même ceux que je vais vous envoyer à travers Madame Hurtado, qui sont écrits en anglais, vous pouvez les trouver en traduction. Moi, je vais vous envoyer, que ce soit en anglais ou en français, je vais vous les envoyer dans la version originale. Mais à mon retour, c'est vous qui prendrez la parole pour m'expliquer ce qui se passe dans ces romans. Comparaison de 4 textes. D'accord? Donc, rapidement, Raoul Peck, un cinéaste haïtien, né à Fort-de-France en 1953. Il est actuellement le président du FEMIS. Vous savez tous ce que c'est que le FEMIS? C'est l'école de l'image et du son à Paris.
En fait, il a grandi au Congo. Il est en 1962 ou 63, je ne me rappelle plus, je crois que c'était en 1962. En 60 et 61, beaucoup de Belges, fonctionnaires belges, sont partis. Ils ont quitté le Congo et ils ont tout laissé. Et l'UNESCO a envoyé au Congo des fonctionnaires haïtiens, n'est-ce pas, qui généralement avaient fui le régime de Papa Doc en Haïti. Et donc, ses parents à lui avaient été, son père était ingénieur agronome et il formait les gens au Congo. Et lui, il est venu, il est allé au Congo à 8 ou 9 ans. Et donc, il a passé toute son enfance là-bas. Et il a été, quelque part, très affecté par tous les événements, y compris l'assassinat de Patrice Lumumba. Il a fait 2 films sur Lumumba, un documentaire, un autre, une docu-fiction. Il a aussi fait un film quelques jours en avril sur le génocide rwandais, assistance mortelle sur les problèmes de l'aide internationale à Haïti après le séisme de 2010, je crois. Il vient de terminer Le jeune Marx et I'm Not Your Negro, qui a été nominé pour un Oscar du meilleur documentaire. Alors, on verra tout de suite, ce film a été créé à partir de quelques pages que James Baldwin avait laissées. Il allait écrire un nouveau livre sur les problèmes raciaux aux États-Unis. Et il n'a pas pu, donc il est mort en 1987, James Baldwin, en laissant ce manuscrit incomplet. Et à partir de ce manuscrit, et je sais que Raoul Peck a en sa possession pratiquement toutes les archives de James Baldwin. Donc, je vais vous inviter à écouter surtout la voix narrative ou les voix narratives. Parce que la voix chez Raoul Peck, c'est quelque chose d'extrêmement important. Souvent, il est lui-même le narrateur. Ici, vous allez trouver au moins 3 narrateurs. Vous allez entendre la voix de James Baldwin, vous allez entendre la voix du narrateur, et vous allez entendre la voix de James Baldwin venant de l'autre, après sa mort, d'outre-tombe. Donc, voilà. Est-ce que vous avez une question? J'aimerais vraiment passer à ce film. Est-ce que vous auriez une question avant? Ouais. Donc, le sujet, en fait, c'est à travers l'assassinat de 3 leaders politiques, de 3 leaders des droits civiques, qu'est-ce que l'Amérique aujourd'hui? Où est la place du noir en Amérique? Donc, c'est ce qu'il y a de plus profond comme question, puisque, en fait, il n'y a pas d'Amérique sans noir. Et il n'y a pas d'Amérique sans racisme. Elles seraient toutes différentes, elles ne seraient pas celles qu'on connaît. Voilà. Merci.